marché de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour le Culture Club du vendredi. À mes côtés, les esprits critiques, Marie-Ange Philippe, Inès Morat, Xavier Affre et Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. La question du soir, est-ce le grand retour de l'esthétisme psychédélique? Et pour y répondre, nous avons sélectionné les œuvres suivantes. En BD, L'été diabolique de Thierry Smolderen et Alexandre Cléris aux éditions d'Argo. Du côté du petit et grand écran, Twin Peaks, saison 3 de David Lynch et Mark Frost et Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa. Dans notre bibliothèque, Juxtapose psychédélique de Anna Stauffer et notre bonus track musique avec le groupe The Liminias. Merci Marie-Ange. Alors je rappelle, la question du soir, est-ce le grand retour de l'esthétisme psychédélique? Et comme chaque vendredi, nous allons commencer avec Marcel qui porte la thématique sur sa chemise. Je suis dans le thème. Hein. Oui. L'été diabolique de Thierry Smolderen et Alexandre Cléris aux éditions d'Argo. Oui. On est en 1987, Antoine Lafargue a 35 ans, il publie son premier roman. En fait, ce premier roman va lui servir d'exutoire à des questions qui se posent depuis 20 ans. Retour en arrière, nous sommes en 67, à Clairville en France, Antoine a 15 ans. Il dispute un match de tennis contre un gamin de son âge, devant les yeux de leur père. Il va gagner le match, mais la victoire n'a pas d'importance. Victoire anodine parce que ça va marquer pour lui le début d'un enchaînement qui vont complètement changer sa vie, le cours de sa vie à jamais. Il va connaître son premier amour pendant 2 jours. Il va première expérience sexuelle, premier trip sous LSD. Il va y avoir un accident, il va y avoir une fille mystérieuse, un peu hypnotique qui va apparaître. Il va y avoir un suicide, la disparition de son père et surtout cette sensation étrange qu'il est sans arrêt observé. Qu'on le surveille. Ça, c'est la première partie de la BD. Il y en a une deuxième. À la limite, la première partie se suffit à elle-même, même si on se pose beaucoup de questions, mais on peut s'arrêter là. Et la deuxième partie, elle commence 20 ans après, et elle va apporter un éclairage nouveau sur tout ce qu'a vécu Antoine, un petit peu à la manière des films comme Le Sixième Sens et les autres. Ce qui donne envie de relire la première partie, savoir ce qu'on n'a pas trouvé, ce qu'on a oublié, et surtout si tout colle parfaitement. À tiroir, à clé, exactement, une bande dessinée, à tiroir. Comme cela. Donc le scénario est en béton. Vraiment, c'est absolument passionnant. Il y a un suspense, mais à couper le souffle dans cette BD, c'est très très habilement construit. On est vraiment entre le thriller et l'espionnage. Ça nous réserve beaucoup de surprises. Philippe l'a dit, polar à plusieurs niveaux. On va voir à quel point l'auteur distille, mais par petites touches, des indices, des fausses pistes, des faux semblants pour mieux nous berner, pour mieux faire monter la tension. Ce qui est étonnant dans ce récit, c'est à la fois très fluide et très complexe. Et pourtant, on ne se perd absolument pas dedans. Et c'est surtout ultra référencé. Hein. J'en ai retenu quelques-unes. Ça parle de Pilote, ça parle du Fantôme du Bengale, ça parle de Fantomas, de Barbarella, de James Bond. Ça parle bien sûr de la culture pop, Warhol et Hockney pour les peintres. Et surtout, avec ce masque et ce titre diabolique, les fumetti, les petits illustrés italiens qu'on trouvait dans les kiosques. Voilà, ça parle de tout ça. Et c'est servi par un dessin, je veux dire quoi, éblouissement visuel, c'est coloré, ça pète, on est vraiment dans le pop art, dans le psychédélisme en point, c'est absolument flamboyant, et surtout, Cléris, il casse les codes de la BD traditionnelle, il s'émancipe par moments des cases, par moments il n'y a pas de cases, on est dans des pleines pages, et ça c'est vraiment réjouissant au possible. Vous êtes-vous laissé séduire par l'émancipation de cette bande dessinée, Inès? À votre avis, une histoire d'ado qui sombre progressivement dans le polar entre quête initiatique et enquête, forcément, c'est ma came. Surtout que Smolderen nous balade sur de fausses pistes entre faux semblants et double jeu, avec un scénario sinueux qui s'engage sur la voie de la Seconde Guerre mondiale et touche même à la thématique du viol. Donc oui, c'est un vrai trip, certes, par moments déroutant. Alors, s'agissant du texte, on a vraiment une écriture précise, poétique, moderne, et à d'autres moments, une langue délicieusement désuète. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi côté dessin, puisque Cléris parvient à mettre à la page les codes graphiques des 60s. Le rococo est percutant et travaillé au présent, avec une mention spéciale pour les planches dédiées à la découverte du LSD. Les planches sous acide et son... Génial. Ou l'incursion dans le dressing paternel, top. Les scènes au bord de la piscine aussi, voilà. Mais... et il y en a toujours un. Si j'ai trouvé le procédé scénaristique qui consiste à dérouler l'intrigue en 2 temps diaboliquement efficace, j'aurais aimé une seconde partie d'album peut-être un petit peu moins raisonnable. En fait, cette moitié qui nous délivre la vérité fausse pour moi la portée de l'œuvre, avec une conclusion qui
comble trop systématiquement les blancs. J'aurais préféré peut-être qu'on se pose encore des questions, peut-être. qu'on continue à sortir des cases, comme tu l'as dit, peut-être avec un pêle-mêle d'indices glanés, un puzzle que le lecteur devrait lui-même assembler. Bref, au milieu de toutes ces couleurs, je pense qu'il aurait eu matière à laisser une zone grise. Ouais, trop de clés données dans la seconde partie du scénario. C'est vrai. C'est le reproche qu'on a fait à la BD, mais c'est vraiment un tout petit reproche. C'est vraiment pour chipoter. Par rapport à l'ensemble. À l'ensemble. C'est diaboliquement captivant, c'est absolument génial. L'été diabolique de Thierry Smolderen et Alexandre Cléris, c'est aux éditions d'Argo, et cela entre pleinement dans notre thématique du soir, je la rappelle, est le grand retour de l'esthétisme psychédélique. Et oui, quand on parle psychédélisme, quand vous me tournez vers moi, je sais que c'est à moi du coup. Vous avez fait deux bons choix, à mon avis. Ce qui est rare. Vous ne me dites pas toujours ça. C'est pour cela que je le dis. Twin Peaks, saison 3. Twin Peaks, saison 3 de David Lynch. Et Mark Frost, on oublie un peu trop souvent de citer Mark Frost. Bon, là, il faut reconnaître que la patte de David Lynch est vraiment présente. Je ne sais pas où se situe la part de Mark Frost, mais il faut quand même préciser. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, parce que 26 ans après la fin d'une deuxième saison, revenir comme ça sur une troisième, je crois que ça s'est jamais vu, de mémoire, avec un temps aussi long. Et il faut croire que finalement, quand on veut faire des suites, en tout cas en série, il faut attendre finalement assez longtemps. Et alors, il y a 2 épisodes qui ont été présentés au dernier festival de Cannes. Ça a été l'attraction. Et oui, toujours. Parce que c'était un Vous y étiez ? Oui, et oui. et du coup, j'ai vu ces 2 épisodes. C'est sans doute ce qu'on a vu. Enfin, moi, ce que j'avais vu de mieux à Cannes. Je n'ai rien compris. Il a fallu que je reprenne après, parce que c'est même impossible à raconter. On va sans doute découvrir quelques images, mais je ne pourrais pas raconter Twin Peaks, évidemment. Je crois que c'est une gageure de raconter ça en quelques secondes, même quelques minutes. Mais en fait, il ne faut rien comprendre. Et c'est tant mieux. C'est un peu le principe du cinéma de David Lynch. En même temps, on ne comprend pas souvent grand-chose, il faut bien le dire quand même. On retrouve simplement l'agent du FBI, vous vous rappelez cet agent Dale Cooper. On voit que dans les premiers épisodes qu'il est prisonnier de cette zone rouge qu'on avait quitté à la 2e saison. On sait qu'il a un double sur Terre et il se passe des choses étranges. Il a même un double et un triple. Bon, c'est-à-dire que voilà, c'est du David Lynch, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des choses des autres saisons, mais de suite, il y a une volonté de s'en écarter, et du coup, on pourrait même presque voir la saison 3 en connaissant un peu la 1 et la 2, mais c'est vraiment pas la suite, ça se démarque très vite. Et puis il y a 217 acteurs, je sais pas si ils ont été comptabilisés, donc du petit rôle au grand rôle. C'est vraiment un trip sensoriel pour le coup. On peut parler un peu de psychédélisme là. C'est une symphonie d'images, c'est-à-dire des visions. Je crois qu'il faut plusieurs visions pour bien assimiler l'ensemble. C'est incroyable. C'est d'une force inouïe, même si on ne comprend rien. Je pense que Philippe et moi nous partageons cette analyse au moins sur les épisodes. Mais qu'est-ce qu'on aime ne pas comprendre David Lynch. Et ce qui est fort, c'est qu'il utilise tous les codes du numérique. Alors il utilise toute la matière d'aujourd'hui. Il y a des effets spéciaux qui sont même pas grotesques, mais un peu bizarres, c'est très numérique. Il utilise tout ça pour faire une espèce de mélange, de symphonie d'images, mais extraordinaire. Travaille sur le son, sur la musique, enfin, je ne sais pas par où commencer. Les cahiers du cinéma, je sais que Marcel est abonné, les cahiers du cinéma ont consacré au moins 2 ou 3 dossiers, et je pense que franchement, 30 ou 40 pages au total ne suffit pas pour exploiter vraiment la richesse de cette 3e saison sur 18 épisodes quand même. Et puis il est terriblement immersif. Cette série, elle est immersive, parce qu'on a le sentiment, en la regardant, que l'on peut à tout moment pénétrer comme ça dans le récit. C'est assez incroyable visuellement, mais alors, vraiment. Et certains vont vous dire c'est le contraire, c'est hermétique. C'est-à-dire qu'en gros, soit c'est immersif, soit c'est hermétique. Alors soit on y rentre, soit on y rentre, et je pense on accepte de se laisser guider par David Lynch vers on ne sait pas trop où, ou alors on reste à l'extérieur. Par contre, je pense que si on reste à l'extérieur, ça doit paraître très long. À mon avis, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Marcel, êtes-vous resté à l'extérieur de l'univers de Lynch ? Parce que j'adore l'univers de Lynch, bien sûr. Avec une chemise comme ça, c'est pas possible que tu restes à l'extérieur. Mais d'ailleurs, je l'ai vu avec la chemise. Obligé, évidemment. Obligé. Non, mais c'est ce qu'on disait. Il faut rentrer, il faut accepter de ne rien comprendre quand on va voir un film ou une série de David Lynch. Il faut, avec ce postulat, il y a peut-être même qu'il n'y a rien à comprendre. Des fois, je me demande s'il y a à comprendre quelque chose dans ce que nous propose David Lynch. Je me demande si lui-même arrive. Je suis pas sûr que lui-même sache ce qu'ils veulent nous dire. Mais c'est ça, c'est immersif. On regarde,
et on est pris dedans et on se laisse porter par tout ce que nous propose David Lynch. 3e saison, on disait un peu en off, peut-être la 2e, parce que la 2e saison, il faut l'oublier, et c'est rien. Donc voilà, je dirais même que c'est la 2e saison, et 26 ans après, merci David Lynch. Quoi. David Lynch avec Twin Peaks, saison 3 de David Lynch, je l'ai dit, et Mark Frost, même si, oui, vous avez raison, on ne sait pas ce qu'il a fait exactement, Mark Frost, dans cette histoire, à l'univers de Lynch. Mais il faut tout de même le citer. Deuxième film, cette fois-ci. Il fallait bien un petit peu d'asiatique. Bon, puis dans l'actualité, il y a un film, il n'y a pas très longtemps d'animation qui est sorti, qui s'appelle Lou et l'île aux sirènes. Comme ça, je fais un petit salut à toutes les loups, parce que c'est un joli prénom quand même. C'est l'un des plus beaux prénoms pour voilà. une fille. Bon, après Manon. Mais... Donc, de Masaaki Yuasa, qui est, moi, je ne connaissais absolument pas. Bon, il a eu le cristal du long métrage au Festival d'animation d'Annecy, qui est le festival de référence en la matière de l'animation. Alors, c'est une histoire un peu traditionnelle, j'allais dire, c'est même banal. On a déjà vu ça, un ado qui vit dans un village de pêcheurs, avec son père et son grand-père. Il est un peu... comment dire, intériorisé, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup, il est un petit peu dans sa petite coquille. Il fait de la musique électronique. Et quand ils vont répéter sur cette île, un jour, il va croiser une sirène, une petite sirène, qui a la particularité d'adorer sa musique électronique. Alors, on imagine le film initiatique, l'adolescence, les problèmes, je pense qu'ils naissent là, du coup, ça devrait lui plaire beaucoup. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est les couleurs. C'est un film, même des fois, alors je vais pas dire pas beau, c'est pas ça, c'est que c'est très criard, c'est le style du réalisateur, c'est vraiment une plongée, une espèce de plongée psychédélique, avec des couleurs partout, ça célèbre l'union des hommes, avec le mieux des hommes et le mieux de la nature, l'alliance ou parfois le rejet des deux, et il y a beaucoup d'imagination. Bon, c'est ça qui l'emporte finalement, parce que y a des scènes incroyables, des scènes de danse où tout le village est en train de danser sur des couleurs bleues, jaunes, flashy, enfin, même les formes. Ça se distend, ça se reforme. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. On le voit. Bon, ça paraît même enfantin finalement. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. On a le sentiment, c'est très différent des films d'ailleurs japonais, asiatiques que vous nous proposez généralement. Mais alors là, ce qu'on est en train de voir justement, bon, ça fait très enfantin, mais il y a certaines scènes. Alors c'était difficile de les caler parce qu'elles sont pas toutes dans la bande-annonce. Il y a des scènes comme ça de communion entre la nature, les esprits de la nature et les hommes, où tout se mélange, les couleurs se mélangent, enfin ça fait quelque chose de bariolé, c'est un peu kitsch quand même, mais du coup c'est psychédélique. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, le jeu sur les mouvements, sur la forme, où tout semble modulable. Voilà. Et ça c'est le point positif de ce long métrage. Je vous demande pas si vous avez aimé, Marie-Ange, parce que vous avez aimé. J'ai l'impression d'être à Calvium the Rush. C'est ça, je vous promets, j'attendais cette formule-là, je vous promets. Voilà. Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa, fortement recommandé par notre cinéphile et historien Xavier Affre. Passons à la littérature avec vous. Inès, Juxtapose psychédélique de Anna Stauffer. C'est ça. Alors, on a là un ouvrage pour le moins acidulé qui nous donne à voir que l'esthétique psychédélique signe résolument son retour, mais tremblé, hipster, l'esthétique qui a fait bouger les lignes revient en version mainstream et teintée de cynisme. Alors, je vais peut-être en reparler dans la question qu'on posera en fin d'émission, histoire de ne pas vous faire vivre une expérience de temps distendu. Alors, en tout cas, ce livre-là ne surfe pas sur cette vague arriviste, puisqu'en fait, cet ouvrage, c'est une célébration du genre par le culte Juxtapose Magazine, un mensuel qui fait la part belle à la underground et à la culture urbaine, lancé en 1994 à San Francisco par une poignée d'artistes de haut vol. C'est donc l'américaine Anna Stauffer, directrice de la revue à l'époque, en 2014, qui réunit sous une couverture kaléidoscopique la fine fleur du flower power, avec près d'une trentaine de peintres, de designers, d'illustrateurs contemporains. On y retrouve par exemple l'un des pionniers du pop art, Kiichi Tanami, mais également d'explorateurs de la nouvelle génération, à l'instar d'Andy Gilmore. Alors, chacune de leurs créations s'étale en pleine ou en double page, et chaque artiste fait l'objet d'une présentation pour le coup minimaliste. On a donc une bio très courte, puis quelques mots sur lesquels les artistes doivent rebondir, à l'instar de Noise ou Color, qui nous donnent l'occasion d'en savoir plus sur leurs sources d'inspiration, leurs supports de prédilection, mais aussi d'en apprendre de belles sur leurs vices ou les substances qui ont participé au processus créatif, avec un Oliver Ebert qui réagit au mot psych par un simple «
oui, tout est dit. Tout ça, c'est quand même sympa et intéressant, puisque ça nous montre bien que si le mouvement a transformé la littérature, la mode, la musique, l'art en général, sa création se nourrit aujourd'hui des œuvres que le genre avait dans un premier temps inspirées. Ouais. Et quand même, une petite touche de noir dans cette couleur, toujours. Il manque les titres des œuvres présentées. J'imagine que c'est un parti pris de l'auteur qui a voulu laisser plus de liberté à notre interprétation. Mais moi, j'avoue que cet élément m'a manqué, que mes yeux n'ont cessé de chercher machinalement ces repères. C'est peut-être que mon troisième œil n'est pas assez ouvert. Et le vôtre, Marie-Ange? Il a été complètement ouvert. C'est ce que j'ai aimé, moi, l'absence de titre, parce que justement, ça touche à l'universalité graphique de ce mouvement-là. On n'est pas juste... alors, il y a sur la page de gauche, en général, il y a le côté pédagogique. D'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'il y a un côté très pédagogique et un côté complètement halluciné à gauche et à droite. Et j'ai bien aimé cette grille de lecture où on retrouve les influences de son, de drogue qu'il peut avoir. Et c'est une totale expérience sensorielle, en fait, en 3 lignes. Et je trouve justement que cette absence de titre faisait qu'on ne s'arrêtait pas ni à un artiste, ni à un mouvement, mais qu'on était complètement plongé dans un processus créatif global, en fait. Oui, c'est ça, on est plongé dans le processus créatif. Est-ce que c'est aussi cette idée, nous l'évoquions assez souvent d'ailleurs dans cette émission, et y compris dans les émissions de débat que nous avons en semaine, cette idée de la contre-culture, parce qu'au fond, cet esthétisme-là que nous revendiquons ce soir est issu aussi de la contre-culture américaine des années 60, début 70. Est-ce que cela entre dans l'histoire que vous nous proposez? Je vais y revenir. C'est ce à quoi je vais répondre, justement. Ce côté contre-romantisme que finalement on assimile avec beaucoup de cynisme aujourd'hui. En tout cas, sur l'ouvrage, il représente vraiment l'esprit du genre. Liberté et plaisir, c'est très rythmé et absolument pas prétentieux pour un sou. Bref, si on veut découvrir de jeunes artistes de la nouvelle vague, c'est le livre qu'il faut. Oui, liberté et plaisir, c'est pas pour vous déplaire. Oui, alors bon, il faut reconnaître que c'est un ouvrage très beau. Ça commence mal. Non, mais ça me parle peu finalement. Mais je reconnais quand même des qualités artistiques. Le travail, moi, le titre ne me gêne pas non plus parce que souvent il y a un décalage tellement énorme entre les œuvres et les titres que je ne sais pas où le titre est allé chercher. Le titre. Bon, non, sur la démarche, je trouve ça intéressant et c'est sans doute même assez peut-être politique, oui, je sais pas, on peut le voir avec différentes... Je ne sais pas si c'est politique, non, je sais que c'est... artistique, hein, pour le coup. Pour le coup, le magazine, quand il a été créé, il a été créé aussi en opposition à tout ce qui se passait à New York. Ils ont voulu faire le pendant sur la côte ouest des États-Unis. Comme d'habitude à San Francisco. Voilà. Oui, l'opposition est-ouest, c'est ça. Juxtapose psychédélique de Anna Stauffer. Quelques mots, vous en avez un petit peu dit sur Anna Stauffer tout de même. Est-ce qu'on peut en parler ? Artiste américaine, illustratrice. Alors pour le coup, maintenant, elle n'est plus à la tête du magazine. Donc elle a voulu faire ce livre vraiment pour illustrer l'art sans stress. C'est le mot qu'on retrouve souvent dans cette interview. Donc oui, évidemment, on peut y ajouter une portée politique, mais comme je le disais, elle nous laisse toute l'interprétation possible. Et elle a choisi vraiment, elle y tenait à mettre de jeunes artistes en avant. Libre interprétation, mettre de jeunes artistes en avant, c'est tout cela juxtapose psychédélique. Bonus track, avec vous Marie-Ange. Oui. De la musique. Oui, c'est rare, hein. Alors j'aurais pu parler de La Femme, de Tame Impala, de Barbara Carlotti, de ses herbes mauves, enfin mais back to basic. On va parler de guitare et c'est avec un réel coup de cœur, The Liminianas, un groupe du Sud-Ouest qui ont posté 2 vidéos sur YouTube et qui ont été remarquées par un label américain, par 2 labels américains donc qui sont signés chez 2 labels américains. Alors, ils sont en couple, Lionel et Marie. Elle, rousse, flamboyante, et lui, brun, bougon. Elle a la batterie, pardon, et lui à la guitare et au clavier. Alors, ils sont tout le temps vêtus de noir, mais ils dispersent des sons puissants, lumineux, très imagés. Entre le Maghreb et les filles qui ont vu l'enchanclette pour la Ellie Beach, tantôt chez Prise Unique avec une rencontre au milieu des tomates atomiques. Alors ça a été très dur pour moi de choisir... Citez-nous une autre marche pour le CSA, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Mais ça n'existe plus, ça n'existe plus. Ah bon, ça va alors. Prise Unique, ça n'existe plus. Et ça a été très dur de choisir un morceau à écouter, mais bon, puisqu'on est sur le service public et qu'il s'agit de psychédélisme, on va parler de Je ne suis pas très drogue. Et Malika, je pense, va lancer un petit extrait.
C'est quoi ton nom? Code Princess. T'as quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux un cachou? Non merci, je ne suis pas très drogue. L'âme, pardon, j'oublie mes R et tout. Révéler l'âme, parfois par des prises de drogue. C'est ce qui sous-entend l'esthétique psychédélique. Et là, on est en plein dedans. On assiste à un dialogue de séduction hallucinée avec une voix planante qui se fait appeler Code Princess et qui déballe l'oisiveté de ses journées dans un monde vert émeraude, ponctué par un... Tu veux un cachou très imagé et comme une invitation gainsbourgienne au laisser-aller. C'est ça comme ça. Alors il y a plein de références pop, notamment à Jacqueline Taïeb et sa réflexion matinale. Je prends mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Donc c'est plein de références yéyé et pop comme ça, le tout porté par des guitares fuzz. Vous savez les guitares des westerns un peu américains comme il était une fois dans l'Ouest. Et ces guitares, on va les retrouver dans leur dernière collaboration avec Anton Newcombe, qui est juste une légende du rock. Ils ont sorti un titre qui s'appelle, je pensais l'avoir noté, mais je ne l'ai pas noté, Istanbul is Sleepy, ça y est, je me rappelle, Istanbul is Sleepy, et c'est sur un clip années 70, où les spirales côtoient les astres, et... avec un fauteuil d'Emmanuel flamboyant, où est assis un monsieur barbu avec un costume des années 70 dedans. Enfin bon, c'est bref, totale esthétique psychédélique. Et j'en profite pour passer un message aux programmateurs culturels de l'Albourg, de l'Age, de ce que vous voulez, faites-les venir. Ils sont juste géniaux. Alors, je le dis aux téléspectateurs de François Corse-Viasté, les deux pendant le 20h, nous mettrons en ligne sur la page Facebook, sur la page YouTube, les liens pour aller écouter et voir les clips du groupe que nous propose ce soir Marie-Ange. Xavier. Alors, il faut être honnête, je ne connaissais absolument pas, mais cette émission est là pour ça aussi. Donc, pour faire merci, découvrir. Voilà, merci Marie-Ange. De nouveaux horizons. Bien sûr. Et non, alors honnêtement, je n'ai pas détesté. Je trouve qu'il y a les clips. Non, mais les clips, parce que vous avez compris qu'en général, certaines connaissent vont dire c'est pas trop son univers, mais finalement, comme quoi, ça ne veut rien dire. Les clips sont juste excellents, vraiment. Et ce qui me plaît bien, c'est les paroles. Il y a un vrai travail dessus. Alors, je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle Les Yéyés m'emmerdent. Oui. Ce que je suis pas loin de penser. Voilà, ce que je suis pas très loin de penser finalement. Donc ça va bien. J'ai lu des petites citations aussi à droite à gauche comme ça. Alors, on parle de yéyé déniaisé. Je trouve ça assez marrant. Ou alors quelqu'un qui disait que par exemple en écoutant cette musique, bon, ce qui n'était pas mon cas, hein, je trouve ça sympathique, mais qu'il avait atteint l'extase cosmogonique. Ça, c'est pour reprendre l'expression de Salvador Dali. Bon, voilà. Donc oui, moi je trouve ça assez frais. C'est vrai. Je ne sais pas si j'écouterai. Non, mais je ne sais pas si j'écouterai ça. Mais Marie-Ange ne supporte pas cette expression. Je ne sais pas si j'écouterai ça tout un concert ou sur un album entier, mais il faut reconnaître quand même que je ne suis pas très drogue, ce qui est plein de bon sens, quand même, finalement, et quelque chose qui reste longtemps après l'écoute. Alors je me dis que finalement, j'ai trouvé ça un peu bizarre, et si je l'ai encore après dans la tête, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. Ça vous a plu, Marcel? Moi j'ai aimé, moi j'ai aimé tout ce mélange, un peu de rock garage, de pop rock, psychédélique. Ça m'a fait beaucoup penser au Velvet, énormément au Velvet. Et pour revenir sur ce que vous avez, votre côté il m'emmerde, la chanson, c'est une référence à J'aime regarder les filles de Patrick Coultin. C'est vrai. Il y a le riff, ils ont repris le riff. C'est vrai. C'est absolument magnifique. Donc j'ai adoré. Mais voilà, puis il y a plein d'influences, il y a plein de rythmes différents. C'est comment déjà? J'aime regarder les filles. C'est ça, hein? Oui. Inès. Alors oui, ça reste dans la tête. Pour preuve, Marie-Ange et moi, nous le chantions en coulisses. Tu veux un cachou? Non, merci, je ne suis pas très drogue. Voilà. Donc oui, j'adore la liberté de ton de ce couple. Une version Bardot-Gainsbourg, mythe de Velvet Underground, qui fait son petit effet. Et puis en interview aussi, on a Lionel qui annonce tout de go que Marie et lui ne sont pas particulièrement doués au rayon vocal, ce qui n'empêche pas de les faire entrer dans les petits papiers de Franz Ferdinand, par exemple, mine de rien, ou de collaborer avec le bassiste de Joy Division ou New Order. Le fait qu'il se soit fait repérer par de grands labels américains avant même que le groupe ait été formé, je trouve ça fantastique. Il y a même une de leurs chansons qui est dans la série Gossip Girl. Ouais. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et puis... excusez-moi, mais l'information là qui vient de tomber à cet instant précis, il est à peu près 8h28. Une série 20h28, pardon. Marcel regarde Gossip Girl. Marcel s'intéresse à toutes les séries. Pardon, Inès. Non, mais je peux. Tu veux un cachou, Marcel? Non,
vous avez vu, j'acceptais l'information. Ouais, oui, c'est oui, Marcel. sacrée information. Hein. Oui, non, tout ça pour terminer, vous dire qu'il y a vraiment de la bricole et les aspérités de l'artisanat. Je sais que le duo tient à conserver cet aspect-là, pas partir pour des dates et conserver vraiment ce qui fait d'eux leur côté psychédélique. Alors, je vais vous poser cette question par plaisir, bon plaisir. Est-ce le grand retour de l'esthétisme psychédélique? Marie-Ange, c'est avec vous, je commence. Ah oui, alors bon, après, je parle de ce que je connais le mieux, mais en musique, c'est évident. En fait, j'ai l'impression que l'électro est devenu le nouveau psychédélique dans le processus créatif et dans les effets que ça veut emmener, c'est-à-dire une espèce d'envolée presque lyrique, quoi. Marcel. La preuve. Je lui dis, vous le portez sur vous. Oui, c'est le retour de l'esthétisme psychédélique. Xavier. Au cinéma, je ne sais pas si c'est vraiment parti en fait. J'aurais tendance à dire qu'il y a toujours ça se poursuit avec certains mouvements. Rapidement. Il y a 40 ans, le graphisme psychédélique, c'était quand même une réaction romantique contre la société technico-industrielle, une émancipation aussi face au style fonctionnel du monde des affaires. Et aujourd'hui, cette marginalité est revendiquée par des grandes firmes internationales qui repensent leur identité visuelle pour la jouer fun et open. Je pense là à certains sodas, histoire de mieux nous refourguer leurs substances qui rendent accro. Bref, on passe de l'acide à la mer. Vous avez été très rapide dans le débit. Oui. Merci à vous quatre. Je le répète, toutes les œuvres que nous avons évoquées ce soir seront disponibles sur le site, la page Facebook et la page YouTube. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur France 3 Corse via Stella.